Parfait. Ben, écoute, Dominique, on est très heureux de t'accueillir au sein de ce GT Covid pour sa deuxième saison en fait, hein, puisque ce petit groupe est né de l'initiative heureuse de Gabriel juste au début du confinement. On a eu des rendez-vous très réguliers. Et donc, Gabriel, Jean Dolbeau et moi, on anime ce petit groupe qui permet, ben, je dirais, effectivement de croiser les disciplines de Dauphine et puis aussi de rencontrer des collègues qu'on ne connaît pas forcément parce que parfois, d'ailleurs, Dominique, on en parlait un peu en préparation de ton intervention, mais c'est vrai que parfois on est un peu en silo, cloisonné, et donc ben, c'est vraiment un moment agréable pour avoir à la fois des communications internes, mais aussi des participants de l'extérieur. Pour nous, c'est vraiment ce qu'on a souhaité faire. Et on continue maintenant un peu sur un rythme de tous les 15 jours. Voilà, pour info, dans une quinzaine de jours, Mathias Girel, par exemple, viendra nous parler de ce qu'il a observé sur les fake news pendant la période, tu vois. On part un peu, voilà, dans des sujets différents. Donc, on est bien heureux de t'accueillir aujourd'hui au sein de notre GT Covid. Alors, il va me revenir de te présenter rapidement ton parcours. Donc, je vais le faire rapidement, mais quand même pour dire que tu es une ancienne élève de l'École normale supérieure, ancienne élève de l'École nationale d'administration, agrégé de philosophie, professeur de sociologie à Paris-Dauphine, et bien sûr la directrice de l'IRISO, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Hein. Donc, voilà, je pense que tout le monde connaît l'IRISO, mais c'est une UMR avec CNRS et INRAE également. Quoi, hein. Donc, tu es un peu pluridisciplinaire à toi toute seule, puisqu'évidemment, tes travaux portent sur la place du travail dans les sociétés, les politiques sociales, les indicateurs de richesse et particulièrement aussi tes préoccupations sur la transition écologique et sociale. Et donc, je pourrais dire que quand même, tu fais partie des collègues qui sont très attachés à ce que les travaux ne restent pas de pure théorie, mais irriguent la société. Donc, tu interviens à ce titre régulièrement dans les médias. Je sais que c'est quelque chose qui t'est cher. Et tu es impliqué dans de nombreuses associations. Je vais en citer juste une. Je vais citer l'Institut Veblen, dont tu as pris récemment la présidence, à la suite, évidemment, du décès de notre regretté ami Philippe Prémaux qui l'avait créé. Mais voilà, c'est en quelques mots de présentation, mais voilà, c'est vraiment ce que je voulais introduire ton parcours et puis dire quand même ton goût, hein, pour dire que effectivement, nos travaux de recherche, ils doivent interagir avec la société. Et je crois aussi que c'est quand même une des préoccupations des gens qui sont ici au sein de ce groupe, hein, c'est de voir comment finalement il peut y avoir peut-être une meilleure cohérence entre ce qui se passe dans nos travaux de recherche, et puis sur la façon dont, via les médias, ça peut ensuite diffuser plus dans la société. Donc aujourd'hui, tu as choisi de traiter du thème de la Covid et des inégalités sociales. Et donc, Dominique, tu as la parole. Merci, bonjour à toutes et tous. Merci à vous deux pour l'invitation. Je dois vous dire que je suis là. Alors d'abord, mes excuses parce que bien qu'ayant dit que je participerai à ce GT Covid, je n'y suis jamais venue, donc j'ai honte. J'ai cédé à l'amicale pression de Pascal parce que moi, je n'ai pas fait de travaux directement sur ce sujet. Il y a des personnes à Dauphine qui sont infiniment mieux placées que moi pour en parler. Je pense à Florence Jussot qui a travaillé exactement sur ce sujet que je vais essayer de vous présenter. Donc voilà, je vais vous faire présenter un petit peu un patchwork de ce qui existe là-dessus et que j'ai trouvé intéressant de partager avec vous. Alors Pascal, je vous présente un petit PowerPoint. Pascal a déjà dit tout ce que je voulais dire, donc ça me permet d'aller très vite sur ma première diapo. Donc je suis en effet directrice de l'IRISO, je suis détachée de l'Inspection générale des affaires sociales, hein. C'est-à-dire mon corps est dans deux endroits, je suis encore dans le corps de l'IGAS, mais je suis avec vous. Donc l'IRISO, c'est une centaine de chercheurs, dont une quarantaine de doctorants en sociologie, sciences politiques et économie, avec 3 tutelles, mais Pascal l'a dit aussi. On travaille en matière de sociologie économique, sociologie du travail, sociologie des inégalités, action publique. Et on a des travaux en cours sur le sujet de la Covid à travers peut-être trois ANR, hein, une ANR famille confinée avec Julie Landour, un projet d'ANR Covidisation de la santé respiratoire, Catherine Cavalin, et l'ANR CAPLA,
collègue Sarah Abdelnour, dont je fais partie. Et donc, comme je vous le disais, moi, je n'ai pas fait de travaux personnels financés directement et consacrés à la Covid. Alors, je vous raconte un peu ce qui m'est arrivé. Au début du confinement, il y a eu beaucoup de réflexions sur les travailleurs essentiels et pas mal d'articles pour savoir qui ils étaient, ces travailleurs essentiels, quels risques ils prenaient. Et j'ai commencé à publier des articles plutôt un peu grand public pour m'interroger sur le hiatus entre hiérarchie des salaires et utilité sociale qui était particulièrement mis en évidence au moment du confinement. Les travailleurs essentiels, c'était outre les soignants, ces gens que l'on voyait dans un espace urbain qui était vidé et qui était désormais occupé exclusivement par les aides à domicile, les personnels de la vente, les vigiles, les éboueurs, les chauffeurs, les livreurs, des personnes qui étaient obligées d'aller au travail sans moyen de protection. Et donc, l'interrogation, c'était un petit peu de savoir qui ils étaient exactement. Et très vite, on a découvert qu'ils présentaient certaines caractéristiques bien particulières. Il y avait beaucoup de femmes parce qu'elles sont présentes, bien sûr, dans les métiers du care. Il y a 800 000 équivalents temps plein qui s'occupent aujourd'hui des personnes en manque d'autonomie. Des femmes parce qu'il y a beaucoup de caissières. Des caissières, elles sont 100 000. Des aides-soignantes, 600 000. Et des personnels d'entretien dans lesquels il y a beaucoup de femmes aussi, 1,4 million. Donc, ces travailleurs essentiels, c'était beaucoup des femmes qui travaillaient souvent à temps partiel subi avec des salaires très faibles. Et qui étaient obligés d'aller travailler avec des difficultés à exercer leur droit de retrait. Mais il y avait aussi des hommes, chauffeurs, vigiles, éboueurs, etc., etc. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi un tel décalage entre la hiérarchie des salaires et l'utilité sociale? Comment se fait-il que en tout cas à ce moment-là, et donc travailleur essentiel, plus le salaire est bas? Donc, quel est le fondement de la hiérarchie des salaires? C'est une vieille question traitée par les économistes. Elia Levy, un philosophe au début du XXe siècle, disait que finalement, cette hiérarchie des salaires, elle s'expliquait par la constitution aristocratique de la société. Bon, en sociologie, alors il y a eu plus de travaux en économie qu'en sociologie, mais en sociologie, il y a eu pas mal de travaux sur la qualification et les classifications. Est-ce que ces qualifications et ces classifications qui sont au fondement de la hiérarchie des salaires, qu'est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles seraient fondées sur des éléments objectifs, comme le soutiennent souvent les économistes, ou bien est-ce que finalement, ça ne serait pas plutôt le fruit d'un rapport de force? En 2005, j'avais coordonné, quand je travaillais à la DARES, j'avais coordonné avec un collègue un ouvrage sur le travail non qualifié, je vous le présente là, le travail non qualifié, permanence et paradoxe, dans lequel, je suis désolée, j'ai des mails qui arrivent tout le temps, c'est épouvantable, c'est la vie moderne, c'est atroce, donc vous devez entendre le ton qui arrive toutes les secondes. On ne peut pas être tranquille. Donc, oui, je vous donne des petits extraits d'un certain nombre d'articles qui figuraient dans ce livre, dans lequel donc, on s'interrogeait aussi sur les fondements de cette hiérarchie des salaires. Par exemple, Pierre Naville, un sociologue très, très connu, qui nous dit « La qualification, c'est un rapport entre certaines opérations techniques et l'estimation de leur valeur sociale ». Ou encore José Rose, « La qualification, c'est avant tout, nous dit-il, le résultat d'un rapport de force entre les employeurs et les salariés, un objet de négociation dans la relation salariale. Elle est aussi un rapport entre les situations d'emploi et un état de la société dans la mesure où elle dépend des valeurs dominantes du moment et des formes sociales de représentation et de reconnaissance du travail. » Alors, sans tomber dans un relativisme absolu où on défendrait l'idée que la qualification, elle résulte exclusivement d'un rapport de force, sans aucune prise en considération des capacités techniques qui sont exigées pour occuper un poste, on voit bien quand même que cette hiérarchie salariale, elle dépend à un moment donné des formes de régulation imposées par l'État, ou aussi des conventions collectives, mais aussi de la puissance des syndicats dans les différents secteurs et de la force du travail, et elle dépend concrètement des classifications. Et il y a plusieurs chercheuses qui ont mis en évidence le rôle des classifications dans la sous-rémunération chronique des femmes. Voilà, je vous cite par exemple un rapport très intéressant fait par mes collègues Séverine Lemierre et Rachel Silvera, qui nous disent que, à la différence des hommes, les postes occupés par des femmes sont souvent considérés comme n'exigeant pas de compétences techniques. Or, ce sont les compétences techniques souvent qu'on rémunère. Mais comme on pense que les femmes ont des compétences naturelles, du coup, ces compétences naturelles n'auraient pas à être rémunérées.
Je vous signale un autre travail de recherche sur le fossé entre utilité sociale et hiérarchie des salaires, un rapport passionnant de 3 chercheuses britanniques qui ont utilisé la méthode du retour social pour surinvestissement et qui ont comparé 3 métiers, trois métiers différents, hein, 3 très mal payés et 3 très bien payés. Et elles calculent la différence entre la valeur créée et la valeur détruite pour la société, pas pour l'entreprise, pas pour le profit de l'entreprise, pour la société. Voilà le rapport. Je vous ai mis le lien dans le PowerPoint. Hein. Elles arrivent à la conclusion que chaque livre dépensé, chaque livre au sens de la monnaie, hein, monnaie utilisée au Royaume-Uni, chaque livre dépensé pour le salaire de l'ouvrier du recyclage, payé 6 livres 10 sterling de l'heure, génère 12 livres de valeur pour l'ensemble de la collectivité, pendant que celle de l'agent de nettoyage hospitalier et de l'employé de crèche produisent respectivement 11 et 10 livres de valeur sociale. A contrario, les grands banquiers d'affaires qui perçoivent des rétributions prises entre 5 et 10 millions de livres détruisent 7 livres de valeur sociale pour chaque livre de valeur financière créé. Idem pour les cadres du secteur publicitaire. Alors, je ne reviens pas sur leur méthode, mais c'est assez intéressant de voir ce genre de travaux. Voilà le rapport. Alors, autre question que je me suis posée, qui sont concrètement les personnes les plus exposées et les plus touchées? Au début, en France, c'était difficile de le savoir parce qu'on a eu globalement énormément de statistiques, mais surtout des statistiques en termes d'âge et pas des statistiques en termes de profession. Alors qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, on a eu très vite des statistiques d'exposition et de mortalité par profession. Dès avril 2020, on a eu une étude du Center for Economic and Policy Research qui a montré, qui a regardé les entreprises, hein, c'est plus les personnes, mais les entreprises en première ligne. On a pris 6 types d'entreprises, 6 catégories d'entreprises qui étaient considérées comme étant en première ligne. Vous voyez, le secteur de la vente, les transports publics, les chauffeurs, entrepôts, services postaux, métiers de l'entretien, métiers du soin, métiers du care. Et cette étude a montré que dans ces 6 catégories d'entreprises en première ligne étaient surreprésentées les femmes, les personnes de couleur, les immigrants, les plus de 50 ans, les chargés de famille et les bas salaires. Donc une étude très, très intéressante. De la même manière, l'Office national statistique britannique a très vite calculé des taux d'exposition et des taux de mortalité selon l'âge, mais aussi selon beaucoup d'autres critères comme le lieu d'habitation et l'occupation, avec des statistiques absolument remarquables, très détaillées et approfondies, notamment sur l'Angleterre et le pays de Galles, qui ont mis parfaitement en évidence la plus grande exposition et les taux de surmortalité des professions les moins et au contact. Je vous montre cette étude qui m'avait passionnée, donc qui avait été publiée, vous voyez, en mai 2020. Hein. Donc, voilà ces statistiques très, très développées qui avaient été faites donc, entre, au début du confinement, mars et avril. Alors, regardez donc les points essentiels. Hein. Donc, au total, ils ont regardé 2494 morts du Covid et ils ont essayé de faire un focus les professions de ces décédés du Covid. Ils ont montré que à la fois alors qu'il y avait une surmortalité masculine, mais que pour les hommes, cette surmortalité masculine concernait ceux qui travaillaient dans les occupations vraiment les moins qualifiées. Hein. En gros, ce sont les travailleurs très peu qualifiés qui ont connu des taux de surmortalité, et notamment les vigiles, les chauffeurs. Et pour les femmes, ceux qui ont connu les taux de surmortalité les plus forts, c'est principalement ceux qui travaillaient dans l'aide à domicile, le travail du care. Donc, des statistiques très détaillées nous permettant de regarder, j'ai oublié, pardonnez-moi de vous dire, c'était quand même un échantillon particulier, puisque donc c'est tous les morts de la Covid, mais d'un âge actif, c'est-à-dire entre de 20 à 64 ans, hein, sur lequel on a regardé les professions.
Voilà. Et donc, vous voyez ici, on nous explique comment ils ont fait, hein. Ils ont pris uniquement en compte les bulletins de décès sur lesquels figurait la profession. Et ce que l'on voit là, c'est que sur 75% des bulletins de décès figurait la profession. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai tenté de voir si on pouvait faire la même chose en France, et j'ai rien trouvé pour la France. Je passe très vite. Voilà, vous voyez ce qu'on voit là, c'est pour les hommes, hein, pour les hommes, et donc on voit que on nous calcule des taux de surmortalité, et on voit que la plupart, hein, sont dans les travaux peu qualifiés, à la fois de la construction, de l'entretien, de la sécurité. Le taux le plus important, c'est chez les vigiles et chez les chauffeurs, puis suivi par les métiers de la construction. Et donc, parmi les femmes, uniquement une catégorie, c'est les femmes qui sont aides à domicile, donc les métiers du care. OK. Donc, dès ce moment, j'ai cherché si on avait de telles données en France. Impossible d'en trouver. Donc, j'ai appelé mes collègues de la DARES, de l'INSERM, de l'INED pour comprendre pourquoi il n'y avait pas de publication sur ce sujet. Et donc, la réponse, je l'ai eue très rapidement. Eh ben, c'est parce que sur le certificat de décès en France, d'une part, la cause de mortalité n'est pas adressée à l'INSEE, mais elle se trouve dans un volet spécial qui part ailleurs, par exemple qui part à l'ARS, et n'a pas le droit de connaître la cause de décès. Et d'autre part, la profession n'est pas remplie, ou elle est très mal remplie, du genre inactif, retraité, etc. Donc, ça veut dire qu'en France, on n'a pas les informations qui nous permettraient de publier la même chose qu'au Royaume-Uni, ce qui est quand même complètement fou. Alors ça, je suis même pas sûre, j'ai cherché, hein, je suis même pas sûre que ça soit le bon dernier certificat de décès, parce qu'ils ont beaucoup changé. En tout cas, vous voyez, il y a donc un volet administratif. Ça, c'est le volet qui part à l'ARS avec la cause du décès, hein, et donc que ne connaît pas l'INSEE. Et puis là, c'est le reste des informations. Alors, normalement, j'en ai vu d'autres où il y a bien une case pour mettre la profession, mais elle est donc très mal remplie. Donc, ce qu'on m'a expliqué, ce que mes collègues m'ont expliqué, qui considéraient aussi que c'était très embêtant, hein, bien sûr, c'est qu'au Royaume-Uni, ils ont un échantillon de mortalité, et à la différence de l'INSEE, ils ont une origine ethnique au recensement. Vous savez que c'est interdit, on n'a pas de statistiques ethniques. Ils ont aussi la cause de décès dans les décès de l'échantillon de mortalité, qu'on a donc du mal à avoir en France. Et ils ont un numéro d'identification qui permet de remonter rapidement à l'échantillon pour les décès. Voilà, et donc au Royaume-Uni, les enregistrements de décès ont été liés aux enregistrements du recensement de 2011 jusqu'à 2020, et donc on injecte les identifiants dans les données de santé. En France, bon, ça, je vous ai mis là les explications que mes collègues m'ont données. Après, j'ai essayé de m'y retrouver là-dedans, mais ce n'est pas toujours évident, hein. Donc en France, pardonnez-moi, je ne suis pas sûre que ça vous intéresse, mais moi ça me passionnait parce que j'avais l'impression de rien comprendre et d'être quand même assez, mais qu'il n'y avait pas que moi. En France, donc, on tire un échantillon d'habitants au recensement avec toutes les données socio-démo du recensement. Peut-être, j'ai vu que Brigitte Dormont était là, peut-être qu'elle en sait beaucoup plus que moi sur tout ça, hein. Donc, on tire un échantillon d'habitants au recensement ou dans d'autres enquêtes. On repère les individus au répertoire, et quand une personne meurt, on vérifie si elle fait partie de l'échantillon, et si oui, on ajoute l'information dans l'échantillon. En Angleterre, au contraire, on injecte les identifiants dans les données de santé pour suivre leur santé et leur survie, et on rapatrie aussi la cause de décès. À l'INSEE, c'est la division des enquêtes et études démographiques qui est en charge de ces opérations. Et l'enrichissement de l'échantillon démographique permanent par les causes de décès est en projet depuis de nombreuses années. Alors, les professions, je vous l'ai dit, elles sont souvent retraités, employés, fonctionnaires. Elles sont remplies par les proches, hein. Ce sont des intitulés, bien sûr, qui ne permettent pas de comparer la mortalité des différents groupes professionnels. C'est pour ça que l'INSEE a mis en place des échantillons de mortalité où la position sociale est repérée au moment de la création de l'échantillon, c'est-à-dire avant le décès. Et on a aujourd'hui beaucoup d'échantillons de cette sorte. En résumé,
Les certificats de décès sont pour partie remplis manuellement et mal. On met de nombreux mois à récupérer les infos. Dans les premières semaines de l'épidémie, en plus, on n'a pas toujours indiqué la mention Covid parce que les gens en mouraient sans doute, mais qu'on ne faisait pas les tests. On a une base de données gérée par la CNAM qui a été constituée à des fins gestionnaires, mais qui pourra peut-être être utilisée à des fins de recherche, qui comprend les données de remboursement de soins et de médicaments, plus les données issues du PMSI. Il y a eu en plus, cerise sur le gâteau, la grève du codage, et maintenant il y a une consigne de codage des décès Covid. Et puis j'ai appris, j'étais en lien avec la personne qui s'en occupe, il y a à l'AP-HP un entrepôt de données de santé qui sont anonymisées et exportées, et une cohorte Covid ou suspect hospitalisé qui pourrait être chaînée avec les données de l'assurance maladie et de la CNAV. Oh là là, j'ai perdu mon PowerPoint. Voilà. Et puis, il y a deux initiatives dont je vais vous parler, hein, des fichiers qu'on a constitués, des échantillons qu'on a tirés avec des personnes représentatives de la population générale, où il y a le revenu et la profession. Alors, je vous parle maintenant de ce dont on dispose. Ça, c'est autre chose. Alors, donc, de quoi on dispose aujourd'hui? On a 2 enquêtes, Coconel et Epicove, qui ont été lancées pendant le confinement et qui donnent déjà des résultats passionnants. Coconel, c'est l'enquête donc réalisée par l'INED au sein du consortium Coconel, avec, vous voyez là, les différents participants, donc un échantillon de 2000 personnes représentatives des adultes résidant en France métropolitaine, tiré sur la méthode des quotas, une enquête qui s'est déroulée par Internet du 30 avril au 4 mai et qui porte sur la situation avant et pendant le confinement. Ça, c'est Coconel. Et il y a eu quelques publications très intéressantes. Hein. Vous voyez celle-ci qui est parue en juillet 2020, numéro de Population et Société, le travail et ses aménagements, ce que la pandémie de Covid-19 a changé pour les Français. Cette enquête met en évidence les très fortes inégalités révélées pendant le confinement. Je cite, que ce soit en termes d'emploi ou de conditions de travail, les cadres apparaissent davantage épargnés, j'ai mis EES, par la crise que toutes les autres catégories sociales. 86% d'entre eux poursuivaient leur activité professionnelle lors de la 7e semaine de confinement, dont les 2 tiers en télétravail. Et si les professions intermédiaires continuent massivement à travailler, elles exercent plus souvent leur activité à l'extérieur du domicile, pendant que les employés et ouvriers apparaissent les plus touchés par la crise. C'est ce qu'on voit dans ce petit graphique, où on voit que les ouvriers et une partie des artisans commerçants étaient à l'extérieur, pendant qu'une partie des cadres et des professions intermédiaires pouvaient travailler à domicile. Et évidemment, ça, maintenant on le sait, c'est bien connu, on en discute, mais le travail à distance a été surtout le fait des cadres, donc, pour qui l'essor des technologies numériques a induit une évolution majeure des manières de travailler. Je cite toujours le papier de mes collègues. Autre mise en évidence, c'est le fait que le statut d'emploi apparaît protecteur face au risque d'arrêt, hein, puisque les salariés en emploi stable ont continué pour les 3 quarts à travailler, alors que c'était seulement le cas d'une personne sur 2 en CDD, intérim ou stage. Et il y a également une forte protection du diplôme, ce qui évidemment se comprend. Et voilà, les professions donc, qui ont vu leur activité se réduire massivement, ce sont les ouvriers qualifiés et non qualifiés de type artisanal, les employés de commerce, les employés des services directs aux particuliers et les chauffeurs. Et c'est pour les femmes, nous dit cette publication, que la situation s'est le plus nettement détériorée. Parmi celles qui étaient en emploi au 1er mars 2020, 2 sur 3 seulement continuent à travailler 2 mois plus tard, contre 3 hommes sur 4. Et quand elles sont en emploi, les femmes sont autant en télétravail que les hommes, mais leurs conditions diffèrent. Et cette enquête, elle a permis de mettre en évidence que la pratique du télétravail révélait des inégalités plus profondes de conditions de vie qui se déploient au domicile et dans la sphère privée. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont plus souvent entourées d'enfants. Vous voyez les chiffres, hein. 48% des femmes en télétravail vivent avec un ou plusieurs enfants au moment du confinement, contre 37% des hommes. Les femmes disposent moins souvent d'une pièce à elles. En moyenne, je trouve cette statistique très intéressante, ce chiffre très intéressant, en moyenne, 1/4 des femmes
télétravaillent dans une pièce dédiée où elles peuvent s'isoler, contre 41% des hommes. Et la plupart du temps, elles doivent partager leur espace de travail avec leurs enfants ou d'autres membres du ménage. Et les écarts, c'est comme pour les salaires, hein, c'est que les écarts entre les sexes atteignent des niveaux maximaux au sein du groupe des cadres, puisque 29% des femmes cadres disposent d'une pièce spécifique dédiée au travail, contre 47% des hommes cadres. Alors maintenant, je vous montre les résultats de l'enquête EPICOV, et donc je vous dis que ma collègue Florence Jussot est bien plus apte que puisqu'elle a travaillé elle a exploité cette enquête dont moi je ne fais que vous raconter les résultats, hein. Donc c'est l'enquête épidémiologie et conditions de vie, un échantillon, vous voyez, beaucoup plus important de 135 000 personnes, co-géré par l'INSERM, l'adresse, l'INSEE et Santé publique France, et exploité aussi donc par Dauphine. Cette enquête aborde les inégalités sous deux angles. D'une part, les facteurs d'exposition au virus liés au lieu de résidence, aux conditions de logement ou à la nécessité de travailleurs du domicile, et de l'autre, les effets du confinement sur les conditions de vie. Et donc là, vous voyez, ça recoupe un peu l'enquête Coconel, mais sur une taille d'échantillon beaucoup plus importante. Là, je vous enverrai la publication. Mais là, vous voyez, c'est l'encadré qui présente cette enquête EPICOV, où vous voyez en effet que les universités Paris-Saclay et Paris-Dauphine ont participé à cette enquête. Alors, les premiers résultats de cette enquête, publiés donc en septembre, hein, vous avez dû voir, parce que ça a fait notamment les gros titres du Monde lors de la publication, eh bien, ces premiers résultats, ils montrent que la crise sanitaire a accentué les inégalités sociales, notamment en matière de vulnérabilité professionnelle et financière. Là encore, ce que l'on nous dit, c'est que le confinement et l'adoption des mesures barrières semble avoir été plus bénéfiques aux classes sociales aisées qu'aux classes populaires, renforçant ainsi ce qu'on appelle le gradient social de santé, c'est-à-dire ce lien entre la condition sociale et les conditions de santé. Donc, voilà, je vous présente là la publication de l'Institut pour la recherche en santé publique qui a été faite en octobre 2020. C'est tout chaud, hein, les inégalités sociales au temps du Covid-19. Je suis obligée de vous avouer que je l'ai découverte en préparant ce PowerPoint. Je ne l'avais pas vu. J'avais vu les résultats de l'enquête EPICOV, mais je n'avais pas vu cette publication. Je n'avais pas vu que notre collègue Florence Jussot est co-rédactrice de cette publication. Alors, que dit cette publication? Eh bien, elle met en évidence de fortes inégalités sociales de santé, et donc elle confirme ce que nous savons, ce que par exemple Brigitte sait encore beaucoup mieux que moi, c'est qu'il y a un paradoxe français en matière d'inégalité sociale de santé, c'est qu'en France, les Français présentent un bon état de santé moyen, mais qu'on a des inégalités qui se creusent dès le plus jeune âge et qui vont se maintenir tout au long de la vie. C'est connu depuis longtemps, il y a eu de multiples rapports sur ce sujet, mais il ne se passe pas grand-chose. Et les différents déterminants de ce gradient social de santé ont bien été recensés, hein, parmi lesquels figure notamment le renoncement aux soins. C'est très important, la proportion de personnes qui renoncent à se faire soigner, souvent pour des raisons financières et souvent parce qu'elles ne sont pas couvertes par un dispositif de protection sociale complémentaire. Regardez ce chiffre, hein, 20% des personnes déclarant avoir renoncé à au moins un soin sont sans diplôme. Environ 30% appartiennent au premier quintile de niveau de revenu, c'est-à-dire les 20% de ménages aux revenus les plus bas, et 30% au deuxième quintile. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la vulnérabilité d'une partie de la population française explique en partie la violence de la crise de la Covid dans notre pays, qui accentuera sans doute à son tour le gradient social de santé. Avec des causes multiples et cumulatives, hein, les conditions de vie, c'est-à-dire, je viens de le dire, le renoncement aux soins pour diverses causes, le coût du médecin, le ticket modérateur, le fait qu'on n'a pas de protection sociale complémentaire, qu'il n'y a pas de médecin, les conditions de logement, l'alimentation, les conditions de travail, tout cela, toutes ces causes qui sont cumulatives, fabriquent finalement des comorbidités et rendent la population plus vulnérable. Et c'est tout à fait confirmé par cette enquête EPICOV, hein, qui nous montre notamment que les personnes habitant un logement exigu ou surpeuplé
moins de 18 mètres carrés par personne, sont 2,5 fois plus nombreuses à avoir été positives au Covid-19. Celles qui habitent une commune très densément peuplée sont 2 fois plus nombreuses à avoir été positives également. Et on sait que pour une partie de la population, le surpeuplement du logement et la densité communale se cumulent. C'est le cas des 25-34 ans et des personnes sans diplôme. Ce cumul, il s'accentue au bas de l'échelle des revenus et parmi les personnes immigrées d'origine non européenne, reflétant ainsi des phénomènes de ségrégation socio-spatiale. On l'a très bien vu dans les statistiques qui sortaient avec la surreprésentation de la Seine-Saint-Denis, par exemple. Je continue, c'est toujours les résultats de l'enquête Epikov qui nous dit que les personnes issues de l'immigration vivent beaucoup plus souvent dans des communes de force densité et dans des logements surpeuplés. Les personnes disposant des revenus les plus faibles vivent, elles, dans des communes moins densément peuplées, mais beaucoup plus souvent dans des logements exigus, et elles ont plus souvent travaillé à l'extérieur en comparaison des catégories aux revenus plus élevés. Quant aux personnes cadres supérieurs, nous disent les auteurs de l'enquête, elles sont plus à même de vivre dans des logements moins spacieux dans une grande ville, et cette catégorie sociale, celle-là, ça recoupe les résultats de l'enquête Coconel, c'est celle qui, grâce au télétravail, s'est moins souvent rendue sur son lieu de travail pendant le confinement. Résultat concret là, de cette enquête Epikov, certaines professions dites essentielles donc, ont des taux de surpeuplement de leur habitation élevés. Par exemple, le personnel de nettoyage, 21%, les aides à domicile, 18%, les ouvriers salariés du bâtiment, 20%. Vous voyez comment tout ça se cumule pour fabriquer les comorbidités propices au fait d'être touché, contaminé par le Covid. L'enquête Epikov nous dit aussi, confirme aussi les résultats de l'enquête Coconel sur la question du télétravail, puisqu'elle nous dit que la crise sanitaire a bouleversé les conditions de travail avec un changement majeur, le recours au télétravail, et que les contrastes sociaux vont dans le sens attendu avec une ampleur saisissante qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Regardez, 50% des cadres ont pratiqué exclusivement le télétravail pendant le confinement contre seulement 1% du monde ouvrier. Et je crois que je vais terminer sur ce papier de Santé publique France qui a été mis en ligne, vous voyez, il y a très très peu de temps, le 21 octobre 2020, qui regarde ce qui s'est passé pendant le confinement. Ils ont essayé de revenir sur l'ensemble des personnes qui avaient été en réanimation et qui étaient décédées en réanimation pour essayer de comprendre leurs caractéristiques. Donc vous voyez, de la semaine de mi-mars à la semaine fin juin, 4161 signalements de cas graves de Covid-19 admis en réanimation ont été rapportés. Et voilà, c'est ma dernière slide, voilà le tableau que je trouve vraiment absolument passionnant. Vous voyez, ce sont les caractéristiques démographiques et cliniques de l'ensemble des cas admis en réanimation et des cas décédés. Donc ici, on a l'ensemble des cas N égale 4128 et ici, les décès en réanimation. Donc on a le sexe, la classe d'âge et les comorbidités. Alors, ce que je trouve absolument passionnant, et même complètement fou, quoi, et je trouve fou que ça ne soit pas plus commenté, mais peut-être vous allez me dire que vous trouvez ça très commenté, aucune comorbidité, 13%, surpoids ou obésité, 36%, hypertension artérielle, 31%, diabète, 30%. Donc, en fait, alors qu'on nous dit que l'âge est le principal déterminant de la mortalité de la Covid, on s'aperçoit avec ce tableau que, bon, certes, il y a l'âge qui joue, mais que quand même, on a l'impression que l'ensemble de l'échantillon, c'est pas de l'échantillon, l'ensemble de la population est complètement épuisé par cet ensemble de comorbidités
qui sont évidemment des maladies de la civilisation, enfin qui sont des maladies de la mauvaise alimentation et du renoncement aux soins. Donc je trouve ce tableau absolument passionnant. Voilà, j'ai terminé ma présentation. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé de la société. Merci Dominique. Donc je pense qu'en regardant vers le futur, c'est un bon mot de la fin. Donc on te remercie pour cette intervention, cet point de vue orthogonal et heureusement donc complémentaire aux autres qu'on a déjà vus. Et donc on va se revoir dans 2 semaines avec une perspective encore différente. Merci beaucoup. Merci Dominique. À bientôt. Merci Dominique. Merci Dominique. Merci.